Bonjour et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. Aujourd'hui, c'est de sécurité dont nous allons parler et c'est Aton, ancien membre du GIGN, gendarme d'élite dont les faits d'armes lui ont valu la Légion d'honneur que je reçois pour évoquer son livre coécrit avec Jean-Luc Rivat, Se préparer au pire. Bonjour Aton, je suis ravie de vous interviewer. Dans un premier temps, pouvez-vous évoquer les événements qui vous ont amené à recevoir cette distinction? Bonjour Elisabeth, écoutez, la distinction, c'est un peu un cumul de plusieurs actions d'éclat que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière. J'ai eu la médaille militaire et en fait, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Quand on a un certain nombre de décorations dans l'armée, au bout d'un moment, on ne peut pas donner beaucoup plus et on atteint, en fait, c'est un peu comme les bons points. Quand on a un certain nombre de bons points, on peut accéder à la distinction qui est la Légion d'honneur. Voilà, et j'ai eu cet honneur assez jeune, parce que c'est vrai que c'est très rare pour un sous-officier de l'avoir aussi jeune, et j'en suis très très fier. Le titre de votre livre, Se préparer au pire, peut sembler inquiétant, mais on dit bien qu'un homme averti en vaut deux, une femme aussi d'ailleurs. Donc il est crucial de ne pas se voiler la face, mais bien de se préparer. Tout d'abord, quel est le pire, on va dire entre guillemets, auquel nous allons devoir faire face ce Alors moment? le pire, c'est on voit qu'il y a quand même un ensemble de violences auxquelles on fait face aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément à faire il y a quelques années. Aussi bien dans le mode opératoire, la brutalité est de plus en plus forte, le niveau est de plus en plus élevé. Maintenant, on n'hésite pas à frapper quelqu'un qui est au sol, qui est inerte, à le frapper à la tête. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Une fois que la personne était au sol, on ne frappait plus et maintenant, les armes s'invitent de plus en plus. Ce livre a pour but de nous faire prendre conscience du monde dans lequel on vit. Alors, c'est une partie de ce monde, bien sûr. Il y a des choses qui sont beaucoup plus belles, mais là, nous, on s'est vraiment intéressé sur ce sujet-là, sur cet aspect de notre monde qui est la violence. On a fait un état des lieux et on essaie d'apporter pour chaque thème abordé un certain nombre de propositions, de solutions. Mais par exemple, pour une agression au couteau, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus en plus marqué. C'est imprévisible, c'est difficile de se préparer à ça. On n'est pas prêt à se faire agresser avec un couteau. Non, mais disons qu'il y a deux sortes d'agressions. Il y a l'attaque que je qualifierais de franche. Vous êtes la cible, ça a été prémédité. Et là, auquel cas, vous pouvez pas faire grand-chose parce que la personne vient à vous avec l'arme à la main et parfois même en voyant à 2 mètres parce qu'elle va se dévoiler, on peut pas faire grand-chose parce qu'on est déjà surpris. Mais sinon, ça peut être aussi, comme on peut voir lors d'actes terroristes, c'est des frappes qui sont un peu au hasard. Et là, on peut éventuellement réagir et faire un certain nombre de choses. Mais faut-il encore s'être intéressé au sujet, avoir étudié un minimum le mode opératoire des personnes qui font ces actes-là et avoir un minimum de technique aussi. Alors on les aborde dans le livre et effectivement, on préconise de ne jamais agir seul. Et quand on agit, c'est qu'on a déjà fait un peu une auto-évaluation de soi et de son environnement. On a essayé de vulgariser un petit peu la gestion de crise telle qu'on l'a fait au GIGN. C'est-à-dire, c'est en fonction d'une situation, on va évaluer nos moyens, nos capacités pour pouvoir mieux y répondre. C'est un petit peu ça aussi l'objet du livre. Par exemple, pour des gens comme moi, c'est la fuite, parce que moi, je suis incapable de me défendre. Ça va être la fuite pour grande majorité des gens, mais c'est vrai que si on peut agir, si on peut stopper l'agression, c'est mieux. Et auquel cas, si on veut la stopper, bon, il y a un minimum à faire. C'est s'entretenir physiquement. Et parfois, on a tendance à surévaluer le niveau des agresseurs, mais il faut savoir qu'ils sont en situation de stress aussi. Et très souvent, des gens qui ont réagi face à une agression, après coup, disent avoir été surpris de la force qu'ils ont employée, des techniques qu'ils ont employées. Ils sont surpris de leur réaction, très souvent en bien. Et on peut remarquer que quand une personne réagit, l'auteur de l'agression, lui, ne s'y attend pas. Et ça crée un effet de surprise qui fait que, en capacité, il est amoindri aussi. Donc, faut pas négliger ça aussi. C'est des phénomènes un peu psychologiques. Alors moi, je suis pas. L'adrénaline aussi. Il y a l'adrénaline aussi qui Ouais. peut, mais c'est ce qu'on va appeler donc le stress positif qui va faire, on va avoir une montée en pression, on va se mettre en action. Après, il faut faire attention de ne pas avoir non plus une surréaction qui pourrait être excessive et qui pourrait se retourner contre nous. Et là encore, on aborde le cadre légal de la légitime défense et on évalue bien, on explique bien ce qu'est justement ce cadre légal-là. Effectivement, il y a un chapitre là-dessus. À quel moment c'est de la légitime défense, à quel moment ce n'en est plus. La limite, elle est mince. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait l'expliquer avec des exemples concrets et c'est ce qu'on a essayé de faire justement, en donnant des exemples le plus concrets possible. Ouais, donc ça, on va pas l'expliquer. Je pense que les gens qui s'intéresseront à tous ces sujets, parce que sinon il aurait fallu faire une interview de 2 heures, on va essayer de voir les choses les plus importantes. Par exemple, pour
quelque chose qui est de plus en plus marqué, hein, c'est les agressions ou le harcèlement sur les réseaux sociaux. Comment se prévenir de ça et surtout les jeunes, parce qu'encore les personnes plus âgées, quoique je trouve qu'en ce moment, on voit des personnes de plus en plus âgées faire des choses sur TikTok et peut-être prendre des risques hein, inutiles. Quels conseils vous donneriez donc pour les réseaux sociaux? Alors moi-même, hein, je suis touché par ce phénomène-là, hein. J'ai pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux et ça m'a amené beaucoup de haters. Alors, moi, j'ai été touché quand les premiers messages que j'ai pu voir m'ont donné de la colère, m'ont donné de la tristesse même. Et à un moment donné, je me suis posé la question à savoir d'où venaient justement ces insultes. Est-ce que les gens, je les ai confrontés à la réalité, si vous voulez. Et je me suis posé la question à savoir d'où venaient justement ces insultes. Est-ce que ces gens-là me connaissaient? Est-ce que moi, je les connaissais? Bon, bien souvent, moi, non. Eux me connaissent. Mais de quelle manière ils me connaissent? Est-ce que ce qu'ils remettent en doute, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça remet en question toute la personne que je suis? Et en fait, non, c'est des attaques qui sont en surface. Ça n'a pas à m'atteindre profondément. Ce qui peut m'atteindre profondément, ce serait des critiques ou des insultes de gens qui me connaissent très bien, que j'aime et que j'estime et qui m'attaqueraient, mais c'est des gens que j'aime et qui m'aiment. En général, c'est plutôt une critique qui va être constructive. Si maintenant c'est de la destruction gratuite, là, bon, faut prendre un certain nombre de recul. Quand c'est des enfants, moi, je préconise quand même les parents de s'intéresser aux réseaux sociaux de leurs enfants, de regarder régulièrement les commentaires que reçoivent leurs enfants, les commentaires aussi qu'ils font. Ça, c'est de la surveillance. On donne quelques astuces parce que les adolescents sont très malins et parfois vont donner un réseau social à leurs parents en disant, bon ben voilà, vous avez celui-là, mais en fait, ils en ont d'autres. Il faut savoir que les enfants, enfin les adolescents, ont plusieurs réseaux sociaux qui sont très souvent rattachés à une seule adresse mail. Donc, il faut leur demander s'ils en présentent deux à trois. Bon, ça paraît crédible. Ils vont pas créer trois faux comptes, Oui. bien que maintenant tout est possible. Mais en général, s'il n'y a pas d'activité sur ces comptes-là, ça veut dire que c'est des faux comptes. Si en l'occurrence, il y a trois comptes et il y a une activité assez quotidienne, là, effectivement, ils ont joué le jeu, ils ont été honnêtes, et là, c'est en parler avec eux. Et à chaque fois qu'il y a une critique, c'est se poser et en discuter. Maintenant, si on voit que les critiques sont récurrentes, soit faut stopper les commentaires, ou faut plus les regarder. Moi, c'est ce qu'on m'a préconisé de faire. Je ne regarde pratiquement plus les commentaires. Je regarde pratiquement que les messages privés et encore maintenant de moins en moins. Et je fais mon partage tel que j'ai envie de le faire. Et puis si ça va trop loin, ben moi ça m'est arrivé, là je suis en plein dépôt de plainte parce que là ça atteignait aussi mes affaires et mon business. Donc là, c'était pas viable, c'était pas acceptable. Donc là, je dépose plainte. Donc après, il faut faire des preuves, des captures d'écran, noter tout, hein, constituer un petit dossier, et puis ensuite aller déposer plainte. Et ça se fait assez facilement. Il y a moyen de retrouver les adresses IP des gens qui vous menacent, etc. Ça, c'est facile maintenant. Alors, en général, oui. Après, il y a des gens qui utilisent des Ouais, dark VPN mode. qui Mm. brouillent un petit peu qui brouillent un petit peu les pistes. Mais en général, on arrive toujours à avoir quelque chose. Voilà. Et surtout qu'il y a des services spécialisés, police, gendarmerie, qui sont spécialisés dedans et qui sont très performants maintenant, hein. Donc, on arrive toujours à remonter les personnes. Et contre les agressions verbales, on va dire dans la rue, est-ce qu'il faut faire profil bas ou il faut au contraire montrer qu'on existe, enfin se défendre en quelque sorte? Là encore, une agression verbale n'est pas une atteinte physique. Donc effectivement, ça peut blesser, mais il faut savoir aussi d'où ça vient. Quelqu'un qui vous insulte dans la rue, en voiture ou machin, je pense qu'il faut pas trop y prêter attention. Les gens en ce moment, on le voit, ils sont beaucoup dans l'émotion, ils sont très réactifs. L'ambiance est assez électrique. Si on commence à réagir à toutes les insultes et toutes les incivilités, c'est vrai qu'on n'a pas fini. Moi, je pense qu'il faut essayer de se cloisonner, bétonner et ne pas engager des combats qui peuvent être un peu perdus d'avance ou qui vont pas mener loin. Donc ça peut être compliqué. Si c'est une insulte comme ça à la va-vite dans la rue, passons. Si maintenant c'est dans le cadre du travail, là aussi on préconise de se détacher. On a un chapitre qui est consacré au personnel hospitalier où là on explique un petit peu que bah, quand ils sont l'objet d'insultes, faut se détacher, c'est-à-dire c'est pas la personne proprement dite qui est Oui, insultée, c'est mais l'institution. voilà, c'est l'institution. Donc moi j'étais gendarme garde mobile au début de ma carrière, je me faisais insulter en manifestation, je l'ai jamais pris pour moi personnellement, même si on me regardait et qu'on me traitait de con, bon, je l'ai jamais pris pour moi, hein. Donc Oui. là aussi il y a quand même un certain recul à avoir, prendre en compte que l'environnement actuel est quand même assez favorable à l'engagement physique, au combat, et je crois pas que ça vaille le coup de se battre pour des insultes. Donc vaut Mm. mieux ignorer. Enfin je pense, hein, ouais. Il y a des choses plus graves qui peuvent arriver, comme un attentat. Heureusement, c'est pas tous les jours, mais il y a peut-être des pistes. Si jamais ça arrive, comme au Bataclan ou à Nice, comment on doit se comporter?
Bah là encore, hein, je vais pas spoiler tout ce qu'il y a dans le livre, hein, sinon ils vont prendre que la vidéo et Oui, non, bien sûr. ils iront pas voir le livre, mais c'est déjà fuir, c'est donner l'alerte, et puis ensuite c'est adopter les bons comportements. Et les Ouais. bons comportements, on en parle dedans, et il y a aussi quelque chose qui est très important qu'on évoque dans le livre, c'est lors de l'arrivée des forces de l'ordre, comment réagir. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, pour ne pas être faussement identifié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de l'ordre qui interviennent sont aussi en situation de stress, et il faut que les choses soient le plus claires possible. Donc, il faut s'identifier en tant qu'otage et montrer, si je puis dire, patte blanche. Oui, effectivement, il ne faudrait pas être pris pour un terroriste. Exactement. Et ça, dans la confusion, ça peut vite arriver à avoir un drame. Donc là, on est très clair là-dessus. C'est pour ça que je ne veux pas trop en Oui. parler comme ça, donner trop de détails. Soit j'explique complètement et j'invite vraiment à aller voir justement ce qu'il faut faire. Malheureusement, ça pourrait arriver hein, d'être dans le stress. On travaille là-dessus hein, quand on est enfin moi, quand j'étais au GIGN, on dévoilait parfois des cibles qui étaient non hostiles en situation de stress. Et quand on était en formation, bon, bah, surtout, c'est vrai qu'on faisait souvent cette erreur de tirer parfois sur des cibles non hostiles. Et bon, à force de travailler, on gère aussi notre stress. Et là, ensuite, on est plus à même de ce qu'on appelle faire un tir sélectif. Mais Oui. ça reste quand même très compliqué. Oui, vous parlez de cible en carton, hein, pas de, de cible. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'est bien à préciser aussi, jamais. Et concernant les dangers de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous, pour vous, donc pas comment s'en protéger, mais votre vision des dangers de l'IA? Alors là, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé parce qu'on n'a pas assez de connaissances. On Ouais. a voulu rester dans notre domaine de compétences. Après, moi, personnellement, je pense que c'est comme tout, hein, l'arrivée d'Internet nous a chamboulés. Il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. À partir du moment où ça arrive, je pense sincèrement qu'il faut s'y intéresser pour savoir comment ça fonctionne, connaître les limites et savoir comment s'en servir. Comment rendre l'intelligence artificielle plutôt favorable en fonction de nos besoins et savoir comment se prémunir aussi des dangers. Maintenant, on peut voir qu'il peut y avoir des fake news qui peuvent être balancées via l'intelligence artificielle. Donc, ça sous-entend qu'il faut prendre un certain recul maintenant quant aux informations qu'on reçoit, que ce soit alors à la télévision, bon, bien sûr, il faut prendre du recul, mais encore plus sur Internet. Parce qu'on peut maintenant ne pas savoir est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une image fictive de l'intelligence artificielle. Les photos aussi. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que sur différents métiers, il faut savoir s'en servir. Je sais que quand moi je suis auteur, maintenant on pourrait presque écrire un roman. L'intelligence artificielle pourrait écrire un roman avec quelques clés, quelques phrases clés en quelques minutes. Ça Bon, existe d'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits, qui ont été publiés, faits qu'avec de l'intelligence artificielle. Il y a même des maisons d'édition qui, lorsqu'elles reçoivent des manuscrits, enfin, tapuscrits, on devrait dire, hein, parce que maintenant on les écrit plus à la main, et qui vérifient que ces livres n'ont pas été écrits avec l'intelligence artificielle. Donc, ouais. on voit que ça a fait du chemin et que, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bah, disons il faut savoir après ce vers quoi on tend, ce qu'on veut savoir. Je pense que l'intelligence artificielle et l'humain, bon, ça reste quand même, ça peut être peut-être complémentaire, mais ça Mm. reste surtout différent. Et Oui. c'est là qu'on doit faire la différence. Oui. Et concernant, alors je ne sais pas si vous avez étudié ça, l'éventualité, parce qu'on en parle de plus en plus sur la toile, que ce soit fake ou pas fake, en tout cas, je pense qu'il faut y penser. Est-ce qu'il faut savoir se préparer, par exemple, à une guerre civile? Disons qu'on a pu voir quand même lors des émeutes que ça pouvait très vite basculer et que c'était très difficilement arrêtable. Les forces qui ont été engagées ont connu leurs limites. On a pu voir l'engagement même des unités d'élite, unités spéciales, et ça, c'est pas un très bon signe. Oui. Donc, je pense que c'est pas ridicule et c'est plus être complotiste ou survivaliste ou je ne sais quel terme qui pourrait être péjoratif. Mais maintenant, non, se préparer n'est pas ridicule. Ça, il faut y penser. Et pareil, c'est un sujet qu'on aborde dans la deuxième partie du livre avec la guerre mondiale et bien d'autres choses encore. Et c'est vrai que ça pourrait arriver. On est dans une phase où on connaît une crise économique, on a connu une crise sanitaire, on a vu la désorganisation que ça a pu créer. On a une crise sécuritaire, crise sociale, donc c'est vraiment très compliqué pour nous parce qu'on est aussi la cible du terrorisme. La situation mondiale sécuritaire est quand même très précaire. On voit que des grandes puissances se font la guerre, et sur le plan Dépendamment. économique, c'est compliqué. Donc on peut potentiellement avoir tout un tas de conflits qui peuvent s'ouvrir à tout moment presque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit se préoccuper maintenant.
Oui, Enfin, je veux dire, je pense que de c'est mieux de préparation. s'en préoccuper maintenant. Peut-être que des gens qui ont accès de survivalistes, peut-être ils ont certaines méthodes auxquelles on pourrait s'intéresser. Ce serait pas ridicule. Maintenant, faut pas tomber non plus Oui, dans dans la l'excès. paranoïa, dans l'excès. Vous savez, c'est comme un sportif, hein. Avant une épreuve, il va s'entraîner, il sait qu'il va connaître l'échec, puis il va progresser physiquement, mentalement. Il y a une préparation mentale, physique et technique. C'est ce qui fait que quand il arrive le jour de l'échéance, il est préparé. En fait, pour tout type de crise, on peut se préparer. En se préparant physiquement, en se maintenant en forme, mentalement, justement sans tomber dans la paranoïa, mais en prenant un peu de recul, en disant, voilà, la situation pourrait être celle-ci, donc je vais pas être dans un déni qui va susciter une surprise et une mauvaise réaction ensuite, donc je vais faire face. Je vais voir ce qui pourrait potentiellement arriver, je m'y prépare mentalement et ensuite je vois techniquement ce que je peux mettre en place. Et selon vous, ça, c'est le plus grand danger auquel on peut avoir à faire face? Moi, ce qui me fait le plus peur à titre personnel, hein, c'est tout ce qui va être attaque, enfin, tout ce qui va être danger du NRBC, c'est radiologique, bactériologique, chimique, toutes ces formes de choses-là, parce qu'en fait, on est très désarmé face à ça, on a très peu de connaissances, et on a vu, même avec le Covid, hein, qui pourrait être, enfin, bon, c'est un virus, hein, mais ça s'apparente à quelque chose un petit peu de l'ordre du NRBC. À quel point NRBC, ça, c'est ce qui est nucléaire, N, radiologique pour le R, d'accord. B, c'est bactériologique. Bon, là, on était dans le bactériologique ou chimique. Voilà, Chimique et gaz tout. sarin, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément voir, c'est pas forcément palpable, parce que ça peut être du gaz, ça peut être de la radioactivité, donc c'est très compliqué de se prémunir de ça. On aborde le sujet, et la première des choses, c'est s'y intéresser et savoir un petit peu aussi comment s'en prémunir. Après, il y a quelque chose qui est très utilisé sur les théâtres extérieurs en ce moment, que ce soit en Ukraine ou que ce soit même à Gaza, c'est les drones. Et les drones avec des bombes et des grenades. Ça, c'est quelque chose qui personnellement, moi, m'inquiète un peu aussi parce qu'on surveille beaucoup les réseaux routiers, on fait une surveillance de personnes, de sites, mais on fait pas forcément une surveillance anti-drone. Alors, D'accord. de plus en plus, on s'y intéresse, mais c'est vrai que lors d'événements, de concerts ou différentes choses, on prend en compte les gens qui arrivent, hein, une sécurité active et passive, mais pas forcément ce qui va venir du ciel. Donc ça, pour moi, ça reste un danger qu'il faut prendre en compte. Puis ça passe sous les radars, donc c'est tellement petit. Et on peut Ouais, aussi s'interroger si c'est, par exemple, le drone du stade qui survole ou un drone étranger qui serait malveillant. Ça aussi. exactement. Sur un match de foot, par exemple, hein, ou sur un concert, moi, je pense que ce serait pas ridicule d'avoir des personnes qui surveillent aussi les abords, mais du côté aérien. Et après, il y a des techniques qui ont été développées, soit brouiller les ondes pour que le drone, en fait, ne peut plus être guidé, ou alors, c'est par différents moyens, différents procédés pour le neutraliser. C'est difficile pour chaque individu de se préserver de ça. On ne peut pas vraiment se préparer à ça. Non, mais maintenant, si on voit un drone, ça peut être prendre en photo, faire des preuves et puis appeler la police, se mettre chez soi. Alors, bon, moi, je vois pas des drones au-dessus de chez moi, au-dessus de mon jardin tous les jours. Non. Donc, si j'en voyais un, je pense pas que ça arrive à tout le monde non plus tous les jours. Donc, je pense pas qu'en faisant le 17, on soit pris pour un fou. Mais j'aurais un drone au-dessus de chez moi actuellement qui stationnerait. Je ne resterai pas dehors Ouais. parce qu'il peut y avoir une caméra, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me renferme chez moi. Si j'ai un doute, s'il fait un stationnaire au-dessus de chez moi, j'appelle la police. Si maintenant il passe, bon, il est passé, ça va mettre la puce à l'oreille. Je vais surveiller un peu plus le ciel, hein, mais je vais pas appeler la police si c'est juste un passage. Mais je vais quand même être méfiant. Et s'il fait un stationnaire au-dessus de chez moi, là, j'appelle la police. Ça, c'est sûr. D'accord. Et si on est amené, je ne sais pas, précipitamment à devoir quitter son logement pour quelque chose de bactériologique ou de guerre ou j'en sais rien, ça aussi, vous conseillez de ne pas rester chez soi s'il y a une menace? Pour ce type de menace, ce qu'il faut faire, c'est allumer la radio, allumer la télé et suivre en fait les consignes du gouvernement. Alors, je sais que quand on se souvient des consignes qui avaient été données pour le Covid, c'était Oui. assez désorganisé. Mais normalement, sur tout ce qui va être NRBC, justement, là, c'est des spécialistes qui devraient prendre en compte le dossier. Et là, si c'est une attaque qui pourrait être militaire, hein, enfin, ou paramilitaire, ce serait vraiment des spécialistes qui donneraient leurs consignes et c'est eux qu'il faudrait écouter. Et on aurait peut-être même des alertes SMS. Ça, c'est prévu aussi. Et c'est une sirène qui retentit en général le premier Mercredi du mercredi mois, ouais. du mois. Voilà. C'est cette sirène-là qui pourrait retentir. Et forcément, ce serait un autre jour Bien que sûr. le premier mercredi du mois. Mais Oui, puis ce serait pas si c'était midi. une attaque, Mm. si c'était une attaque, des terroristes pourraient le faire justement
le premier mercredi du mois pour qu'on ne puisse pas faire la différence entre l'entraînement et la réalité. Ouais. Est-ce que vous conseillez aussi aux gens, je ne sais pas quelle technique, mais de prendre des cours de self-défense? Ah oui, je préconise. Ah Oui, 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 vous savez, au Japon, les enfants font des sports de combat, des arts martiaux, tout petits, c'est obligatoire. Je crois qu'en Corée, c'est pareil, et en Israël, ils pratiquent le Krav Maga. Et pareil, ils ont leur service militaire. Moi, ce que je préconise, c'est oui, c'est de pratiquer au moins de la self-défense. Après, on l'explique dans le livre, il y a différents sports de combat, différents styles qui peuvent être intéressants à travailler de nos jours. Alors, ça fera pas forcément de nous des champions, mais ça permettra de pouvoir augmenter ses capacités techniques et de pouvoir répondre mieux en cas d'agression, quoi. Et j'ai eu des témoignages de femmes qui se sont fait agresser et qui, de par la pratique en quelques mois de self-défense, ont réussi justement à se sortir d'agression. Donc, c'est pas ridicule, hein. parce qu'en France, on n'est pas du tout préparé. Il n'y a même plus le service militaire, donc je pense même que les jeunes, pour la plupart, après, il y en a qui font du sport, tout ça, ils sont peut-être un peu plus préparés. Mais en France, on n'est pas du tout préparé à affronter quel que soit le danger. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment un défaut, effectivement, d'éducation. Vous parlez de l'enfance, ou apprendre dès l'enfance à se protéger, à se défendre. C'est une bonne chose. Nous, il n'y a même plus le service militaire obligatoire. Après, le service civique, c'est bien, mais ça ne fait pas de nous des combattants ou des défendeurs. Non, 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 nous, on a voulu, enfin, je pense que ça a été une volonté, hein, on s'en remet complètement à nos forces de l'ordre, sauf que nos forces de l'ordre sont complètement dépassées, parce que le nombre d'actes de délinquance ou de criminalité a explosé. C'est pas forcément, bon, il y a un manque d'effectifs peut-être, mais en même temps, il y a un nombre de délinquants qui est exponentiel. Les prisons sont pleines, même la justice ne peut même pas faire face. Il y a même des jugements qui n'ont même pas lieu pour en avoir été témoin, parce qu'il y a trop de dossiers en cours. Donc il y a des peines qui ne sont pas exécutées. Mm. Il y a des gens qui ne vont plus en prison parce qu'elles sont pleines pour les petits crimes et délits, enfin les petits délits, ce qui fait que ça encourage aussi à la criminalité. Donc on a beaucoup de récidivistes. Et puis le comportement que une partie de la population a envers les forces de l'ordre ne pousse pas les jeunes à en avoir la vocation. Donc on a un gros problème de recrutement. Il y a quelques années, pour un poste à pourvoir, il y avait à peu près entre 10 à 15 candidatures, ce qui faisait que les forces de l'ordre, au niveau du recrutement, avaient le choix et prenaient les meilleurs. Maintenant, pour un poste à pourvoir, on a un à deux candidats, ce qui fait qu'on n'a pratiquement plus le choix. On prend le premier venu. Après, dernièrement, sur les concours, au niveau des épreuves, il y avait 50% d'absentéisme, c'est-à-dire qu'il y en avait un sur deux qui ne venait pas. Donc, vous voyez, on a un à deux personnels qui s'inscrit et on en a pratiquement qu'un qui va venir, voire 0,5. Et ensuite, sur les écoles police et gendarmerie, il n'est pas rare de voir 25% de l'effectif qui ne termine pas l'année scolaire. Donc, on perd encore un quart. Et puis ensuite, on a beaucoup de départs à la retraite anticipés parce que les gens en ont marre. Donc, si on se projette dans 5 à 10 ans, on peut avoir une police qui ne sera pas d'un bon niveau parce qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et ce qui se passera, c'est que les plus mauvais seront peut-être plus à même à recevoir, disons, à de la corruption. Ouais. Et on pourrait avoir une police qui pourrait ressembler à celle de certains pays défavorisés. Et là, on aura une police qui sera pour tout le monde, hein, qui sera police, gendarmerie, la police municipale sera pour tout le monde. Et puis, il y aura une police privée qui sera pour les plus riches. Et elle, qui attirera beaucoup plus les gens qui sont les meilleurs parce qu'ils seront mieux payés. Et ce sera réservé à une certaine catégorie de la population. Selon moi, c'est un danger à venir. C'est un truc auquel il faut se préparer. Mais le problème, c'est que c'est vrai que ces dernières années, la police a perdu de sa crédibilité avec tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Il y a une grande méfiance et défiance de la police en général. Comment on pourrait redorer le blason de ceux qui nous défendent? En fait, vous savez, les policiers ou policiers gendarmes sont des êtres humains. Ils agissent sur la place publique, hein, ce qu'on appelle en milieu ouvert, donc dans la rue, aux yeux de tous. Donc, ils vont être très facilement filmés. Je pense que on peut aller dans n'importe quel corps de métier. Si on vient avec son téléphone portable ou qu'on vérifie tout, je pense que tous les métiers perdront de leur crédit. À commencer par, je pense, même les restaurants, les boulangeries, si on rentre, il n'y a qu'à voir ce qu'on voit à la télé, hein, quand on Ouais, voit bien sûr. les émissions telles que Cauchemar en cuisine, etc.
Moi, je vous avoue, maintenant, quand je vais au restaurant, j'espère ne pas tomber sur les clients qu'on voit à la télé. Mais ça, on peut pas savoir. Pour la police, c'est exactement pareil. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui rentrent et qui ne sont pas les bonnes personnes. Il y a ce qu'on appelle des erreurs de casting. Maintenant, c'est pas la majorité, mais c'est vrai qu'ils font énormément de mal. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans la réaction, voire la surréaction, et on met beaucoup d'émotions dans ce qu'on voit et peu de réflexion. Ce qui fait qu'on a tendance à stigmatiser parce qu'on est dans l'excès d'émotion et on prend pas de recul, à savoir se dire est-ce que c'est une majorité de policiers ou de gendarmes qui agissent comme ça, ou est-ce que c'est une minorité, majorité ou minorité. Je pense que si on regarde le nombre d'interventions que fait la police et la gendarmerie et les polices municipales à l'année, et le nombre de bavures ou d'actes malveillants des forces de l'ordre, je pense que le pourcentage reste quand même assez faible. Mais effectivement, c'est un problème. Donc, c'est dans la communication et c'est dans l'éducation aussi. Oui, et puis le fait qu'il y ait cette défiance, ben, il y en a moins qui veulent y aller. C'est une sorte de cercle vicieux qu'il faudrait rendre vertueux. Donc Ouais. c'est un peu compliqué parce que même les pompiers, qui sont quand même les soldats du feu, n'ont plus l'aura qu'ils avaient avant. Avant, tous les petits garçons voulaient être pompiers. Ils avaient leur petit camion rouge et ils voulaient être pompiers. Maintenant, les pompiers se font agresser, ils rentrent dans les cités avec le camion prêt à partir dans le sens de la fuite possible parce qu'il y a plein de traquenards qui sont mis en œuvre. Il y a même plus ce respect des pompiers et c'est un gros symbole du fait que les forces vives de protection ne sont plus du tout respectées parce que, on va dire, la police, il y a toujours eu plus ou moins une sorte d'antipathie, mais pas les pompiers. Et donc, je trouve qu'on a Mm. atteint un sommet avec ça. Ah oui, non, mais là, et c'est ce qui malheureusement peut faire basculer le pays dans une situation de crise Ouais. sécuritaire énorme. En discutant, finalement, je me rends compte qu'il y a plein de corps de métier comme ça. Les profs, hein, l'éducation nationale, c'est pareil, il n'y a plus de respect pour ça. C'est comme si tout avait dégringolé. C'est complètement fou. On voit bien l'hôpital, ça aussi, ça s'est dégradé. Il y a plein de problèmes, pas assez de lits, pas assez de médecins. Il y a une défiance maintenant avec aussi la crise du Covid. C'est comme si toutes les institutions vont à volo. Ouais. On est vraiment dans une sorte d'effondrement de ce qu'on a pu connaître et ça s'accélère depuis les derniers mois. C'est pour ça que nous, quand on a décidé d'écrire ce livre, Se préparer au pire, on a cherché d'autres titres qui pouvaient être un peu moins anxiogènes et en fait, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé parce qu'il y a juste à observer, quoi. Et effectivement, on peut craindre le pire, on peut le craindre potentiellement. Tout le monde se dit, dans mon entourage, et pas seulement, hein, on va droit dans le mur. Si on continue comme ça ne peut que finir mal. Oui, bon, bah, dans cette interview, on va pas poser toutes les questions pour pas non plus spoiler tout. Mais moi, j'ai trouvé que ce livre était super intéressant. Et quand on met certaines choses en œuvre, on se sent rassuré. Le climat devient un petit peu moins anxiogène. Donc, vraiment, je conseille à tout le monde d'en faire l'acquisition parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même un questionnaire qui permet aussi de voir où on en est. Donc, je mettrai tous les liens vers le livre. Et du coup, je vais vous laisser la conclusion. Quel conseil voudriez-vous donner pour clore cette interview? Bah, en fait, moi, vous savez, bon, je regarde un petit peu moins la télévision, je m'informe peut-être un petit peu moins, justement, parce que c'est très anxiogène. Donc, je sais, grosso modo, ce qui pourrait nous attendre. Alors, je regarde les gros titres, mais je me fatigue pas vraiment avec l'actualité. J'essaie quand même de l'analyser à mon niveau ou alors de me référer à plusieurs sources et à des sources plutôt sérieuses. Et par contre, je me tourne de plus en plus au niveau local, c'est-à-dire, je connaissais pas forcément mes voisins il y a encore quelques années de ça. Bah là maintenant, depuis quelques mois, je m'y intéresse. On se rend service. Ça ne veut pas dire qu'on va être amis avec les voisins, mais on va essayer de créer une espèce de petit collectif en cas de coup dur. Alors bon, bah, ça peut être au quotidien, s'il manque de la farine, du beurre ou des choses comme ça, on va commencer à se rendre des services un petit peu comme ça. Déjà se dire bonjour. Et puis bah, ensuite, quand ma voisine, par exemple, est partie en vacances il y a quelques semaines de ça, j'allais chez elle, j'avais les clés du portail et je faisais le petit tour. Et en fait, c'est en se rendant service comme ça qu'on apprend à se connaître et on va savoir en fait quelles sont les qualités des uns et des autres, les différents métiers et comment on va pouvoir, en cas de crise, s'entraider. Et c'est vraiment le nombre. Parler de créer un groupe Oui, c'est d'entraide. ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, alors, c'est pas forcément, on va pas, mais on va le faire assez naturellement. Ça commence par dire bonjour au voisin et puis, quand il y a un besoin, ne pas hésiter à aller voir le voisin et demander en cas de besoin. Alors, c'est pas y aller tous les jours, mais de temps en temps, quand même, créer du lien. Pour moi, ça me semble vraiment nécessaire Il y a des au groupes qui niveau existent local. comme ça au niveau local. Plus en plus, ouais. Ouais. Je pense qu'on ressent bien cette nécessité qu'on va avoir besoin les uns des autres.
Bah, totalement, et je pense que ça, c'est positif. On le fait un petit peu, parfois, ça peut être un peu à contre-cœur au début, et puis en fait, bah, on se rend compte que bah, on peut vite prendre des habitudes. Moi, je vois qu'avec mes voisins, ça y est, en fait, on se pose pas trop de questions. Quand on part, on prévient la voisine, elle sait ce qu'elle a à faire. Inversement, quand on a besoin de déposer un enfant, voilà, bah, enfin, ça se fait très naturellement, et ce qui fait aussi, c'est que quand on la voit pas pendant 2 jours, ou qu'on voit que les volets sont pas forcément ouverts ou tout ça, bah, ça nous alerte et on va voir. Donc, je pense que ça peut apporter beaucoup de réponses en se tournant un peu plus au niveau local. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Aton d'avoir rédigé ce livre avec Jean-Luc Riva, qui est un livre vraiment, à mon avis, qu'il faut avoir. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo sur De vous à moi. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth, et puis bah, ravi d'avoir fait cette interview. Merci pour l'invitation.